juillet 1985, port d'Auckland. Le Rainbow Warrior, un voilier de l'ONG Greenpeace, jette l'ancre dans la ville néo-zélandaise. À bord, l'ambiance est animée. Les militants écolos fêtent l'anniversaire de l'un d'entre eux. Un moment de répit après plusieurs semaines de mission dans le Pacifique. Dans sa cabine, le commandant dort à point fermé, lorsque soudain, une détonation secoue le navire. Quelques secondes plus tard, l'ordre d'évacuer est donné. Paniqué, l'équipage quitte le bateau et se regroupe sur le quai. Mais un homme manque à l'appel. Fernando Pereira, le photographe de l'ONG, parti chercher son matériel dans sa cabine. 5 minutes plus tard, une deuxième explosion retentit. Bien plus puissante que la première, elle coule le Rainbow Warrior en quelques minutes. Piégé par les eaux, Fernando Pereira ne ressortira jamais. Mais qui veut la peau du Rainbow Warrior ? Pendant plusieurs semaines, l'hypothèse d'un groupe extrémiste ou d'un sabotage étranger circule. Mais la vérité est encore plus incroyable, car cette opération, c'est la France qui l'a commanditée. Derrière cet attentat se cache en réalité une cellule de l'ombre des services secrets français, le Service Action. C'est le bras armé de la DGSE, une unité d'élite composée de militaires ultra entraînés, déployés à l'étranger sous fausse identité pour mener des opérations clandestines, que la France ne veut pas directement revendiquer. Ces agents de terrain mènent 2 types de missions. Des opérations de sabotage, dites ARMA, et des opérations HOMO, HOMO pour homicide. Des opérations d'élimination. En dépit des apparences, l'opération Rainbow Warrior était une opération ARMA, sauf que de toute évidence, elle a mal tourné. Le Rainbow Warrior s'apprêtait à mettre les voiles en direction de l'atoll de Moruroa pour s'opposer aux essais nucléaires menés par la France dans le Pacifique. Le gouvernement français lance alors l'opération Satanique. Le but, mettre les militants hors d'état de nuire et saboter le bateau avec 2 charges explosives. La DGSE envoie 2 équipes d'espions, parmi eux 2 plongeurs et le couple Turange, officiellement 2 touristes suisses en voyage de noces, en réalité 2 agents du service Action, Alain Maffard et Dominique Prieur. Le faux couple va commettre une série d'erreurs à peine croyables. Le choix d'une fausse identité suisse, c'est la première erreur. Ces passeports sont rares, donc particulièrement faciles à vérifier. Les enquêteurs néo-zélandais découvrent donc très vite que leurs identités sont fausses. Laissé pendant des heures aux abords d'Auckland, le camping-car des Turanges fait l'objet d'un signalement. Deuxième erreur. Cette information a permis aux enquêteurs d'arrêter rapidement les espions au moment où ils rendaient leur véhicule à l'agence de location. Pressés par un pouvoir politique impatient, les agents n'auraient pas eu assez de temps pour bien préparer leur mission. Et ce qui devait être une opération clandestine invisible devient alors un scandale international. L'attentat contre le bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Il y a un mort parmi l'équipage. The affair is now being described as the French Watergate. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Comment les services secrets ont pu se planter à ce point ? Le scandale est énorme et les conséquences immédiates. Ça a foutu un sacré bordel dans les services français. Le patron de la DGSE a été viré, le ministre de la Défense a été viré. Enfin, à partir du moment où ils ont paniqué, ils se sont dit il faut vraiment qu'on planque mieux nos agents quand ils sont en mission à l'étranger, notamment quand ils font des opérations très sensibles. Ils ont décidé qu'ils allaient créer une cellule ultra clandestine, presque en marge du service Action, qui s'appelle la cellule Alpha, qui est dédiée en fait aux assassinats ciblés. C'est l'un des secrets les plus gardés de la République. Et selon ce journaliste d'investigation et auteur de ce livre, Les tueurs de la République, les opérations HOMO seraient décidées par le président de la République en personne. Quand j'ai commencé mon enquête, pour moi, ces opérations HOMO, c'était un peu du passé. J'allais faire un livre historique, en fait, notamment sur la guerre d'Algérie, les opérations en Afrique, etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que non seulement il y avait une actualité, mais que le président qui était en train de présider alors que j'étais en train de faire mon enquête était lui-même extrêmement actif. D'ailleurs, vous ne devinerez jamais de quel président on parle. Mais parlons d'abord de cette mystérieuse cellule Alpha, activée dans le sillage de l'affaire Rainbow Warrior. C'est la cellule secrète dans la cellule secrète. Des gens plutôt célibataires, généralement recrutés au sein du service Action, à qui on demande de disparaître complètement. Ils sont totalement insoupçonnables, ils mènent une vie totalement normale, enfin pas tout à fait normale en fait, mais ils sont surentraînés et capables d'aller frapper quelqu'un dans un pays étranger. Ils ont une formation spécifique, ils sont mis à l'écart des autres agents et ils sont mis sous légende pendant des années. Donc c'est des gens un peu comme des scénarios de films où ils vont tout d'un coup réapparaître
on va les mobiliser pour aller éliminer une cible à l'étranger. Officiellement, ces agents n'appartiennent pas à la DGSE. Si jamais ils se font prendre et qu'ils finissent en prison, la France n'ira pas les sauver. Complètement invisibles, les alphas sont donc des tueurs, dotés d'un immense sang-froid, plongés dans la vie civile et voués à une absolue clandestinité. Leur credo, agir sans s'exposer, frapper sans déclarer. Dans les années 1980, ce cloisonnement marche si bien que même les agents du service Action ignorent l'existence des alphas. Un scénario digne des grands films d'espionnage. Mais la réalité est moins reluisante. Au début, cette cellule alpha a été formée d'une petite douzaine d'agents à peu près. Ceux que j'ai pu interroger, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns qui ont accepté de me parler. Ils n'étaient pas tellement employés en fait. Ils se demandaient même à quoi ils servaient quelque part. On leur disait jamais si c'était un entraînement ou si c'était une vraie mission. Ils le savent pas à l'avance. Donc c'était très déstabilisant, y compris pour eux. Surentraînés, isolés, sous légende longue, tout d'un coup une mission, puis pas de mission pendant 6 mois. Évidemment, eux-mêmes ne savent même pas qu'ils vont flinguer. Une vie solitaire à attendre de tuer quelqu'un sans savoir pourquoi. Et puisqu'ils doivent souvent agir seuls, leur mode opératoire est assez limité. Il faut qu'il s'approche d'une cible, qu'il puisse la piéger, lui intoxiquer, ou lui faire avoir un accident, ou provoquer quelque chose, sans que ça apparaisse. Après, on m'a parlé de chocs cardiaques qui peuvent être provoqués par des substances. C'est pas des cow-boys, au sens ils vont tirer dans le tas. C'est des gens qui sont tellement entraînés, qui sont capables de mener une opération et aussi de l'arrêter à la dernière seconde s'il faut. Est-ce que tout ça est légal ? Absolument pas. Et impossible de savoir combien de fois les alphas ou même le service Action ont été activés pour mener des opérations homo. Et on ne le saura sûrement jamais. Certains présidents, comme Jacques Chirac, qui se méfiait des services secrets, étaient peu enclins à ce genre de pratique. Trop risqué. Voici un extrait des carnets personnels du général Rondeau, un ancien espion de la DGSE, conseiller du ministre de la Défense. Dans ce document daté de 2001, il rapporte une conversation avec Chirac, qui s'oppose sans ambiguïté aux assassinats ciblés demandés par les Américains après les attentats du 11 septembre. Le chef de l'État m'a longuement expliqué qu'il n'était pas question pour la France de nous livrer à des opérations homicides, à la fois pour des raisons morales et techniques. On peut même voir ici une note du général datant du 17 septembre 2001, qui indique « Feu rouge pour les OPS AFA », corrigé en alpha juste à côté. Pour autant, toujours selon ces carnets, Paris aurait fini par céder et envoyer ses espions aider la CIA à cibler les cadres d'Al-Qaïda. La dernière fois qu'on a entendu parler des alphas, c'était en avril 2002. Et ça s'est mal terminé. Il est 00h30 quand une patrouille de la police catalane arrête une Audi 80 grise sur l'autoroute menant à Barcelone. Els papers, si us plau. Contrôle de routine. Le conducteur présente son passeport français, au nom de Richard Pérez. Mais dans le coffre, dissimulé dans un tube en PVC, les policiers découvrent un pistolet et un fusil équipés de silencieux, une lunette télescopique, un GPS et un matériel de transmission. Un vrai arsenal de tueurs. Richard Pérez s'appelle en fait Mohamed et c'est un agent de la cellule Alpha. Non seulement les policiers découvrent sur lui ses vrais papiers d'identité, mais ils se rendent compte qu'il voyage avec sa vraie épouse qui l'attend dans un hôtel à Manresa. 2 erreurs élémentaires. Puis il remonte vite la piste d'un autre agent avec qui Mohamed était en contact. Les deux sont arrêtés. Révélée en 2009, l'affaire a provoqué un tollé diplomatique. Les Catalans soupçonnent que ces agents ont été envoyés par la France pour commettre un assassinat clandestin sur son sol. Mais selon le général Rondeau, ces alphas étaient en plein entraînement logistique. Après 6 mois de prison, Rondeau finira par personnellement obtenir la libération des 2 agents. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment si la cellule alpha est toujours active. D'après nos îles, elle existerait toujours, mais sous un autre nom. Le service Action, lui, est toujours bel et bien opérationnel. Avec près de 1000 militaires formés à la clandestinité, les forces spéciales secrètes de la DGSE continuent de mener des opérations à travers le monde. À l'intérieur de ces 1000 soldats du service Action, il peut y avoir des gens qui sont spécialement dédiés à des opérations d'élimination, mais c'est vraiment une infime minorité, donc ça ne reflète évidemment pas l'ensemble de l'action d'espionnage. Les opérations homo n'ont pas disparu, mais elles appartiennent à une autre époque où il était plus simple de tuer sans laisser de traces. Un mode opératoire qui a bien évolué. Auparavant, c'était peut-être le seul mode unique
d'opérations pour faire des opérations homo. Aujourd'hui, la palette d'outils que peut avoir un président de la République pour aller tuer des gens est absolument invraisemblable, ne serait-ce que par les drones, où on va envoyer nos propres forces spéciales, où on va bombarder, où on peut envoyer nos agents clandestins. On parle là d'assassinat ciblé, le terme générique pour désigner l'élimination d'individus par les États. En France, ça a toujours été un sujet tabou, contrairement à Israël, où cette pratique surnommée prévention ciblée est complètement légale et assumée. Contrairement aussi aux États-Unis, qui ont industrialisé les exécutions ciblées par drone à partir des années 2000. La France n'a jamais assumé mener des assassinats ciblés, jusqu'à l'arrivée d'un homme au pouvoir. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Celui qu'on a surnommé Flamby n'était pas un homme si indécis qu'on le pensait. François Hollande, c'est un faux mot. Et en fait, c'est un animal à sang-froid. Il n'a pas de surmoi et il est prêt à tout. Surtout quand il s'agit de venger la France après les attentats de 2015. Dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça », écrit par 2 journalistes du Monde, François Hollande admet avoir ordonné au moins 4 opérations d'assassinat ciblées pendant son mandat, brisant ainsi un tabou absolu. J'ai découvert à travers un certain nombre de contacts au sein des services secrets, au sein de son entourage, qui m'ont confirmé, par exemple, qu'il avait ce qu'on appelle une kill list, une liste de gens à tuer. C'était des chefs de groupes djihadistes, notamment. Ce qu'il y a sur son bureau, à l'époque où se conduit la guerre contre les terroristes de Daesh au Moyen-Orient, c'est une liste commune à tous les alliés qui s'appelle la JPEL, sur laquelle est inscrite toute une série de noms en fonction de leurs priorités définies en commun. Pour ce journaliste, le chef d'État François Hollande n'a certes pas hésité à éliminer les ennemis de la France, mais ça n'a rien à voir avec les opérations homo. Il a donné le feu vert à 4 exécutions ciblées mises en œuvre par les forces armées, portant l'uniforme, dans une chaîne de commandement parfaitement définie, et d'ailleurs réalisées soit par des forces françaises, soit par des forces américaines. Donc, oui, il a ordonné des exécutions ciblées. Non, à ma connaissance, il n'a pas ordonné d'opération homo. La méthode a peut-être changé, mais le but reste le même. Tuer des individus identifiés comme ennemis de la France. Une loi du talion appliquée au sommet de l'État, opérée dans un cadre juridique flou et autour d'un mot lui aussi assez flou, entraver. Entraver, c'est le mot-clé de la DGSE. Entraver, ça veut tout dire et rien dire. Entraver, c'est empêcher de nuire, empêcher de commettre un attentat, empêcher de passer à l'action contre la France. Et donc entraver, ça veut dire neutraliser, saboter ou éliminer, évidemment. Les assassinats ciblés sont de plus en plus assumés par les gouvernements. Des gouvernements qui, selon la chercheuse Amélie Ferré, préfèrent désormais cette méthode, considérée plus propre et chirurgicale, à une guerre conventionnelle, trop coûteuse et politiquement impopulaire. Et le message est clair. Si vous nous attaquez, on va répliquer. Alors, est-ce que ça marche ? Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, c'est un message de fermeté, de posture d'un pays qui dit qu'il se vengera quoi qu'il advienne. Et même si ça prend du temps. La France se venge. Alors,